réfléchir, mais je vois pas ce que je pourrais raconter. Mon père m'a parlé d'un truc, c'est pas vraiment intime. Il m'a dit, t'as qu'à parler du jour où la Bétou est venue piquer notre chat à la maison. C'était le jour de mon anniversaire, c'est pour ça. Mais bon, c'est pas vraiment intime. Ça m'a fait de la peine. Un peu. Pas plus que ça. Voilà. Dis. Ouais, bah moi, mon pire souvenir, je crois que c'était mercredi dernier. J'avais mangé un McDo et j'étais dans le bus et je sais pas, j'avais dû manger trop vite et mon corps il a pas digéré. Voilà. J'ai dégoupillé quoi. Ouais, je pense que c'est ça mon pire souvenir. Bon, sinon, je vois pas de chose là. Ouais. Il y a eu tellement de choses que... Non mais je disais, après la Covid, j'ai pas réussi à retourner à l'école, voilà. Parce que, en fait, j'aurais dû aller au lycée général et je me sentais pas. Et puis, de toute façon, ma mère n'était pas chaude pour que je porte le masque toute la journée, voilà, donc j'ai arrêté l'école à 15 ans, voilà. Ouais, Au il y début, a eu tellement de choses qui ont bouleversé mon état d'esprit que... quoi? Au début, je m'instruisais par moi-même. Et puis j'ai vite arrêté. J'avais envie de rencontrer des gens, de faire des choses. Mais j'avais pas assez de force. Le but, c'est de trouver une formation dans l'artisanat d'art, la poterie, la reliure. Avec Parce que tellement de choses qui ont bouleversé mon état d'esprit que... je sais même pas comment parler. Voilà. Parce qu'en fait, je me dis que la poterie, je me dis que c'est un métier qui ne va jamais disparaître. J'aimerais un mode de vie assez proche de la nature. Là, aujourd'hui, je ne me sens pas trop bouger du coin non plus. Parce que j'ai peur de l'inconnu. Du coup, le but, c'est déjà de prendre confiance en moi et en les autres. C'est les deux choses le problème, en fait. Ce qui me fait peur dans l'inconnu, tout. En fait, je suis passée de l'ignorance à la conscience. Bon, je disais, il y a peu de choses qui ne me font pas peur, en fait. Il y a beaucoup le regard des autres. Je me suis jamais sentie vraiment à l'aise, en général. Même avec mes amis, oui. En ce moment, je m'inquiète de tout. De ce que je vais devenir, de ce que le monde va devenir. Et quand mes potes me parlent de leurs problèmes, je suis pas dedans. J'arrive pas à les comprendre. Ou bien, je trouve que c'est pas si grave. Moi, je suis pas d'une grande aide, quoi. Ouais, de l'ignorance à la conscience. C'est comme ça que je vois les choses. Ah oui, alors, ce que je fais de mes journées, je peins beaucoup à l'aquarelle. J'aime bien lire, mais j'ai du mal à me concentrer. Je joue à Minecraft. J'essaie de passer mon permis, mais bon, je n'ai pas encore commencé. Voilà. Je vais avoir 18 ans en mai.
Je cherche encore comment rencontrer des gens. J'ai pris l'habitude de ne rien faire de mes journées. Du coup, tout devient fatigant. C'est un cercle vicieux duquel j'arrive pas à me sortir. Ouais, de l'ignorance à la conscience. Encore, je m'en sors bien, parce que j'aurais pu plonger dans le néant, hein. Oh, c'est une image. Une image. Donc, plonger dans le néant, c'est juste avoir la haine et du mépris, la vengeance à la bouche, quoi. Pour tout ce que t'as pas eu et que les autres, ils ont. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, je me bats. C'est bon, j'ai fini, hein. Ça me fait penser à un autre truc. J'étais en primaire, en CM1, je crois. Je m'étais séparée avec un de mes copains. Tu veux dire séparé comme séparation amoureuse. Séparation amoureuse, ouais. En CM1, ouais. Et 2 semaines après notre rupture, en allant vers le bus, il y a un de ses copains, mon ex, il m'a basculé par terre. Et mon ex l'a fait aussi. Ils l'ont fait tous les jours, ça a duré 1 mois. Il me traitait de pute, de connasse. Oh. Et il y a un jour, je suis pas allée à l'école. Alors, le mec, il a demandé à ma soeur où j'étais, et elle lui a dit que j'étais malade. C'était vrai, hein. Et lui, il lui a dit ouais, c'est ça. Elle est en train de sucer des mecs. Oh. Et ma soeur, elle a tout raconté à mes parents. De là, c'est allé devant le directeur. Et comme nos parents se connaissaient, le mec il a été obligé de venir s'excuser auprès de moi. Pourquoi tu n'avais pas dit plus tôt à tes parents? Parce que j'avais peur qu'il fasse rien, que le mec il apprenne et que ce soit pire après. Tu leur as dit ça? Non, j'avais pas dit à mes parents que j'avais peur qu'il fasse rien. Parce que t'as des parents défaillants. Ils se droguent, ils sont alcooliques, c'est ça? T'aurais pu nous en parler. Mais non, mais mes parents ils ont toujours été très présents pour moi. Vous me dites pas. Maintenant, je pense que, en fait, quand ce genre de choses arrive, il faut directement aller voir les adultes. Ça m'a donné plus confiance en eux, cette histoire. Et avec un garçon. Par rapport au garçon, c'est dommage parce que j'ai que 13 ans. Mais maintenant, pour beaucoup, je pense que
qu'avant j'étais en obésité morbide. J'avais un IMC de 36. C'était une situation qui me déplaisait complètement. Et au moment du confinement, moi j'étais à la fac. Ça m'a fait une grosse prise de conscience quand j'ai réalisé que j'avais un corps pour toute la vie. Alors j'ai décidé de faire un régime pour voir ce que ça ferait d'être normal. Même si ma vision des choses sur la normalité a changé entre-temps, avant, pour moi, il y avait normal et pas normal. Maintenant, je me rends compte que juste, chacun est comme il est en fait. Ouais. Je me suis rendu compte que finalement les gens ne changeaient pas fondamentalement quand ils arrêtaient d'être heureux. Donc j'ai fait un régime sur 6 ou 7 mois et j'ai perdu entre 35 et 40 kilos. Je m'étais formatée dans ma tête de faire ça pour moi, pas pour les autres, ni même pour les filles, pour moi. Je me disais dans un mois, tu as 18 ans, si tu fais pas ça maintenant, tu le feras jamais. Ça a été dur, très très dur. En gros, j'ai supprimé tout le gras, tout le sucre de mon alimentation. J'allais marcher tous les jours, tout seul, dans les collines autour. Le mont Liosson, la Ramasse, je me faisais des grands tours. Ça m'a quand même redonné confiance en moi. Je pensais que j'allais changer plus que ça en arrêtant d'être heureux. Je ne sais pas comment dire, j'ai été bien obligée de constater que non, pas vraiment, c'était pas le cas. Inconsciemment, je ne voulais pas attirer l'attention. Mais évidemment, ça ne marchait pas. Je faisais 1m95 et 130 kg. Les gens voyaient un colosse dès qu'ils me regardaient. C'était contradictoire avec ce que je voulais. Aujourd'hui, les gens me regardent toujours et je n'aime toujours pas ça. Mais avant, ça me faisait mal, parce que je me disais que si on me regardait, c'est parce que j'étais gros. Aujourd'hui, pourquoi on me regarde? Pour ma taille, j'imagine. Je pense que l'œil humain est attiré spontanément par toutes les choses qui sortent de la norme. Imaginez qu'on puisse me regarder parce qu'on me trouverait beau. Ah non, ça je ne peux pas dire. En tous les cas, pas pour l'instant. On met du temps à ne plus être gros dans sa tête. Voilà, c'était l'histoire. C'est tout. Un truc marquant de mon enfance, c'est la Coupe du Monde 98. Finale de la Coupe du Monde de football entre la France et le Brésil, au Stade de France. Ça y est, nous y On sommes. avait fait la Coupe du Monde à l'école. Je ne sais plus quel pays je représentais. En tout cas, je sais qu'on était allé en finale. Il y a un partout. C'est vers la fin du match. Je suis goal. Et là, il y a faute à l'autre bout du terrain. Moi, je vois Rémi Garcia, qui est dans mon équipe, qui est démarqué, qui plane un peu. Alors moi, je sors de mes cages pour lui dire de se remettre en jeu, de se bouger le cul. Et pile à ce moment-là, le goal adverse tire. Et marque un but dans mes cages vides. Je suis effondrée. Quand j'étais trop en colère contre moi, contre Rémi Garcia, c'était pas possible. En fait, on l'avait gagné cette Coupe du Monde. J'étais hors jeu, j'étais en train de parler. C'était trop l'injustice totale. Et l'autre là qui me met un peu dans le dos. Mac Carrel, c'est à cause de toi qu'on a perdu le match. Hein? Quand les couillons, hein?
Je me souviens d'un autre truc qui m'a bien chamboulé. Un jour, dans la cour, je ne sais plus trop ce qu'on faisait. Un match de foot, je crois. Mais c'est bien, alors. Oui, peut-être. Un jour, donc, je vois une coccinelle. Du coup, je la prends sur mon doigt. Et puis, il faut rentrer en cours. Moi, je suis à l'école primaire. Mais la coccinelle ne s'envole pas. Du coup, je la prends avec moi en classe. Je la planque un peu derrière ma trousse. Et puis, à la fin des cours, il faut rentrer chez moi. Et je décide d'amener cette coccinelle qui était trop chouette. Je l'appelle Lucky. Parce que j'étais fan de Lucky Luke. J'ai jamais eu d'animal de compagnie, moi. Et elle, c'était trop ma pote, quoi. J'ai l'impression, dans mon souvenir d'enfant, que ça a duré au moins 2 jours. Mais je sais pas trop ce que ça vaut, ce souvenir de durée. Et pour moi, à cette époque, tous les animaux mangeaient de l'herbe. Donc, je l'ai rangé dans mon taille-crayon et je lui donnais plein d'herbe à manger, jusqu'à ce que ma mère finisse par me capter et par me dire gentiment qu'il fallait que je la laisse partir, que c'était sûrement pas très cool ce que j'étais en train de lui faire vivre, et que non, les coccinelles ne mangeaient pas d'herbe, en fait. Elle m'a laissé tout seul pour que j'aie le temps de lui dire au revoir comme je voulais. J'ai mis mon doigt en l'air en pleurant tout ce que je pouvais. Et là, elle s'est envolée. Alors que toutes les fois d'avant, je levais le doigt en l'air, elle restait sur moi. Ça a vraiment été comme perdre un ami. C'était elle qui avait choisi son humain, c'était pas moi qui avais choisi un animal. C'était mon premier animal de compagnie, finalement. Je ne sais pas trop si c'est vraiment une bascule, mais il y a eu un avant et un après. Bon, bah moi, mon après, j'attends toujours. Laurel. Laurel, ce serait, je crois, d'enfin être reconnue pour ce que je sais faire et d'enfin trouver ma voie. Personne qui me donne la chance, c'est ça qui me résiste. Personne qui me donne la chance. Elle n'est pas prête de me redresser. Parce que j'ai tellement à rattraper et à donner en même temps. À rattraper parce qu'après 25 ans, j'ai accompli tellement de choses. Ah oui. On m'a toujours fait croire qu'avec un bac, c'était la garantie de trouver du travail. Mais c'est faux! Archi faux! On m'a toujours dit que si j'étais sage, je serais récompensée. Mais ça aussi c'est faux! Archi faux! Et que si je m'approchais, tout devenait possible. Encore faux! Eh ouais, c'est faux tout ça. Voilà. Bon, le temps tout ça, c'était des illusions. Rien d'autre que des illusions. Oh.
Ah si. On m'a toujours fait croire que sans diplôme, je ne ferais rien. Et ben ça aussi, c'est faux. Voilà. Ah, il y a un souvenir qui me revient d'un traumatisme avec le Père Noël aussi. Mais ça, je pense que tout le monde en parle. Non? Le traumatisme. C'est le traumatisme avec le Père Noël. C'était d'apprendre qu'il n'existait pas. Comment je l'ai su? Eh ben, j'ai prié mon père en train de se déguiser. Ah. Et c'est là que je me suis rendu compte que si lui pouvait le faire, tout le monde pouvait le faire. Et que donc, ça n'existe pas. Profonde déception. Mon Dieu, profonde déception. Ça, c'était une déception. La petite souris, j'y ai moins cru, hein. On va pas se mentir, hein. Bon, allez, au boulot. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, la 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 la. 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 Moi, j'ai pas trop envie de parler de ce Covid, mais bon, je pense que pour tout le monde, ça a été. Voilà, c'est là que je me suis rendu compte de l'inutilité de ce que je faisais dans mon boulot. Si ton entreprise peut fermer pendant 2 mois sans que ça dérange personne, c'est que t'es vraiment inutile, non? Si c'est tellement facile de tout arrêter. Travailler chez Kilourien. Tu loues des machines ultra polluantes et tu défonces tout sur ton passage. J'ai vraiment cru qu'à un moment j'allais péter un plomb et j'allais finir par écraser quelqu'un. Tu te lèves sans réfléchir, tu vas bosser, les jours défilent, voilà. Tu sais même plus vraiment pourquoi tu fais ça. Quand tu touches ton salaire à la fin du mois, bah, t'as juste le droit de recommencer. Et tu dépenses tout ce que tu gagnes en fait. Et là, ça y est, j'ai enfin quitté ce CDI confortable où j'étais depuis 15 ans. J'ai mis un temps fou à prendre cette décision. C'est clair, hein, quand j'y pense, ça me semble dingue. Hein. Mais bon, voilà, ça y est. À 45 ans, c'est la libération. J'ai enfin lâché mes peurs. La peur du manque, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être capable de monter ma propre société. J'avais surtout peur de quitter mon emploi par rapport à ma fille. Voilà. En fait, je sais pas si c'est vraiment juste ce que je suis en train de te dire là, ou si c'est plutôt une fausse excuse parce que j'avais peur. Surtout que j'ai toujours pensé que si j'étais heureuse, ma fille le serait aussi, donc... Donc non, en fait, c'était plutôt moi le problème, si on veut être honnête. Voilà. Je me suis acheté un Dyson à Istanbul pour fêter mon licenciement. Il est arrivé hier chez moi et depuis
Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Je voulais rajouter un truc sur l'histoire du Dyson, là, parce que j'ai lu le guide rapide, là, tu sais, de montage, et en fait, ils ont un slogan. Notre mission est simple, résoudre les problèmes que les autres ignorent. Mais je trouve ça complètement con, parce que si les autres ignorent le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve intéressant de t'en parler. Allez, bonne fin de journée, salut, à bientôt. C'est rigolo. C'est rigolo. Parce que ce week-end, j'ai été chez des amis et j'ai découvert leur couple virtuel. Alexa et Dyson. Vous connaissez ? Moi non plus. J'explique. L'intelligence artificielle, assistante de vie quotidienne, et Dyson, l'homme de ménage, sans fil, ultra connecté. Formidable. On me dit souvent que je suis une extraterrestre, mais là, pour le coup, c'était eux, les extraterrestres, avec leurs objets du futur, bizarres, qui prennent tellement de place dans leur quotidien. Mais bon, passons. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas mal rompu avec mon milieu familial, qui est un milieu quand même assez noble, même si aujourd'hui ça ne veut plus en dire grand-chose. La plus évidente me semble claire. C'est la première fois où je ne suis pas allée à l'église le dimanche. Ça a l'air idiot. Je devais avoir 19 ans. Attention, on était encore mineurs. La majorité, c'était à 21 ans à l'époque. J'avais peur que le ciel me tombe sur la tête. J'osais même pas sortir dans la rue. Je pensais que tout le monde allait me regarder. Ma mère ne m'a jamais aimée. Elle me le disait. Mon père, c'était un intello, docteur en théologie. Il parlait le russe, le chinois. C'était lui le vrai noble de la famille. Ma mère était seulement grande bourgeoise. C'était un homme, je pense, assez extraordinaire, mon père. Mais un salaud, puisqu'il a abandonné sa femme et ses 4 enfants. On n'avait même pas le droit d'évoquer son nom à la maison. Et ma mère m'a toujours dit que j'avais la sale tête de mon père et le sale caractère de mon père. J'étais la seule des 4 enfants qui lui ressemblait. J'ai donc toujours expliqué la version de ma mère par cette ressemblance. J'ai toujours été la seule pensionnaire. Ben oui, les autres étaient à la maison. Et de toute façon, ma mère ne s'occupait pas de ses enfants. Ben non.
y avait des nurses, il y avait des bonnes. Le soir, elles nous faisaient une croix sur le front au moment de nous coucher. Et puis voilà. Elle, c'était une femme du monde. Elle était magnifique. Elle allait de cocktail en cocktail. D'ailleurs, elle a fini alcoolique. Comment ça, fait trop? Et comment ça? Je suis dans mon personnage. Je fais des stages. Les Chaplin, le Storpiton, le Mille Marceau. Oh là 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 là! C'est une vraie psychanalyse, votre truc, hein? Tout ça, vous savez, j'en ai jamais trop parlé à mes enfants. Je sais pas si je devrais leur en parler ou pas. Ils me reprochaient parfois de ne pas connaître ma famille, mais je sais pas. Je sais pas à quel point ils ont besoin de connaître les détails. Sans doute que ma démarche de participer à votre projet est aussi une manière de me mettre à parler. Vous savez, j'ai 81 ans. Je suis née en 41. Je suis d'une génération où on ne parlait pas de soi. C'est assez récent finalement, ce goût de parler de soi. Le bonheur, l'amour, et l'argent. Voilà. Ça peut arriver le bonheur. Enfin, ça dépend des gens, mais normalement, ça arrive. Le bonheur, je ne saurais pas comment l'expliquer. J'ai déjà plus ou moins ressenti, mais sans plus. J'ai jamais eu de passion pour rien, il n'y a rien qui m'intéresse particulièrement. Ça va, mais sans plus. Pareil, quand je m'imagine plus tard, je sais pas trop. Le matin, j'ai du mal à me lever, mais une fois que c'est fait, bon bah voilà. Sans plus. Et tout un peu sans plus. Si j'avais droit à 3 souhaits, je sais pas. Non, franchement, je vois pas. Ni à mon échelle, ni à celle du monde, je vois pas ce que je pourrais changer. Sans plus. C'est les petits moments. Quand on est jeudi, que je rentre chez moi à 9h, que j'ai pas mon fils et que je mange par terre devant la télé sur mon petit bout de table basse, pour moi, ça, c'est le bonheur. Voilà. Pour moi, le bonheur, c'est une question. Je me traîne trop de casseroles de mon passé que j'arrive pas à jeter, alors je dirais que le bonheur, c'est voir les gens bien. Aider les autres. En fait, ma manière à moi de faire, c'est de me faire passer en dernier. Ce qui est sûrement pas tout à fait une bonne stratégie, hein. Peut-être qu'un jour j'arriverai à changer ça. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Me dire que chaque jour, je continue à essayer d'être quelqu'un de bien, malgré mon passé. Le bonheur, c'est quoi? Waouh, et ben c'est... Trouver l'amour de sa vie. Oui, bah oui, je crois à ça, bien sûr. Je pense que le vrai amour, il y en a un seul, avec lequel on peut vraiment aller loin. Et que si on le zappe, ben, c'est un peu là. Je sais pas pourquoi je crois ça, mais j'ai toujours dit ça. Le bonheur? Eh ben oui, c'est... le premier truc qui me vient, je dirais que c'est d'arriver à être entièrement d'accord avec le fait d'être qui tu es, là où tu es. Sans que ce soit un truc d'apparat ou de socialisation, ça peut être tout seul avec du vide aussi, le bonheur. C'est quelque chose qui me semble possible en tout cas. Parce que c'est pas un truc unique. Il y a plus des petites tranches de bonheur plus ou moins épaisses qu'on traverse. J'ai l'impression que souvent aussi, c'est lié à des choses inattendues. C'est se faire surprendre par ce qui arrive et que tu n'attendais pas forcément. Des moments, par exemple, où je suis seule chez moi, j'écoute un morceau de musique et hop, ça me choque. Comme un truc qui te remplit d'un seul coup. L'endroit où tu dois être à ce moment-là précisément. Je crois que j'ai beaucoup de moments de bonheur liés à des moments autour d'une table aussi. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que quand on parle bonheur, il y a une table pas loin. C'est travailler chez Nintendo. Faire des jeux vidéo. Ah, c'est toute mon enfance. Même si mon enfance, elle est pas finie. J'ai bientôt 14 ans. Peut-être que c'est fini quand même l'enfance. Je pense que je suis quand même en train de partir dans la
La découverte de la chicorée, tiens, c'était une grande source de bonheur pour moi. Ouais, parce que j'aime pas le café. Et j'étais un peu jaloux de ce moment de post-repas, des gens avec leur café qui avaient l'air de tellement kiffer. Tu vois, là par exemple, on est au soleil, il fait bon, je suis un peu excitée par ce nouveau projet qui arrive dans ma vie. Bon, bah là par exemple, une chicorée, ça serait trop le bonheur, quoi. Le bonheur, moi je parlerai de l'avant, où j'étais heureuse, enfant. J'adorais jouer avec mes deux frères. Des fois, on se chamaillait, mais on s'en sortait bien quand même. J'ai grandi à Montargis. De quoi? C'était beau. Je rêvais le monde avec des enfants. Tout était rose, tout allait bien, jusqu'à mes 10 ans. Mes parents étaient heureux, nous aussi étions heureux. J'avais un jardin, des voisins, on faisait plein de choses. Mais quand j'ai eu 10 ans, j'ai perdu ma grand-mère d'un cancer du poumon. Et je me rappelle encore de la robe que je portais le jour de son enterrement. On était hyper proches avec ma grand-mère. Première grosse perte, première pour la mort. J'ai aussi perdu les chats. Les chats? Je veux dire qu'à partir de ce moment-là, je me souviens avoir la vie d'un autre regard, avec la mort au bout de la vie. J'avais pas été préparée à ça. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Et l'adolescence, bon, rien. Mon père a commencé à avoir sa maladie quand il avait 25 ans. On était déjà tous les trois là, les enfants. Ma grand-mère trouvait que mon père avait des tics qui ressemblaient à ceux de son mari. Au début, c'est comme ça que ça se remarque, par plein de petits gestes involontaires. Et puis, mon père s'est mis à avoir de grosses colères, beaucoup d'irritabilité. Il faut dire qu'à l'époque, la maladie n'était pas encore identifiée. Parce qu'en fait, elle fait à tout le monde des réactions un peu différentes au début. Après, ça dégénère. Pareil pour tout le monde. La maladie de Huntington, c'est quasi le cas déclaré en France. Personne ne connaît, évidemment. En fait, toute la génération de nos parents ne savait pas qu'ils étaient malades. C'est pour ça qu'ils ont fait des enfants. Parce que cette maladie, tu ne peux l'avoir que si un de tes parents l'avait. Donc, ça fait que de génération en génération, il y avait toujours des gens malades. Mais, comme on ne comprenait pas vraiment ce qu'ils avaient, on les mettait simplement en hôpital psychiatrique. C'est comme ça que mon grand-père se retrouvait avec une camisole et une muselière, par exemple. Ce que ça fait de faire tous ces gestes involontaires, c'est chiant en fait. Tu perds l'équilibre tout le temps, tu t'en bouger, tu peux rien contrôler, tu bouges tout le temps, même en normal. Heureusement, on a des couvertures lestées, ça aide. Moi, j'ai décidé de faire le test après la mort de mon père pour savoir si j'avais hérité de la maladie ou pas. J'avais déjà commencé à voir des signes sur mon propre corps, à faire des gestes involontaires. Les gens me disaient que c'était psychologique, que je reproduisais ce que je voyais de mon père. Bon, je m'en doutais un peu que je l'avais, mais ça a quand même été un choc. Le bonheur, c'est le soleil quand il fait beau. Ouais. C'est aussi d'être avec des gens qui sont aidants, attentionnés. Oublie tout ça en fait. La maladie, tout ça. En fait, c'est pas si grave, on a qu'une vie. Il faut en profiter. Ça me dérange pas. Ça me dérange plus. Au début, j'ai pleuré. Après, ça allait mieux. Non, c'est pas un travail que j'ai fait pour accepter. En fait, je me rends compte que depuis que j'ai arrêté de café, ça va bien. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui n'ont pas de problème et qui n'arrivent pas à être heureux. Ouais, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai un compagnon. C'est qui? Neymar, le footballeur. Neymar, sérieux. En plus, il est trop moche, c'est clair. C'est clair. Je préférerais pas faire. Oui, mais c'est mon chouchou. Ça me rend heureuse de regarder. Pourquoi?
Juste, on peut virer le Père Noël. Tu veux des singes, l'opéra, le relief, le chat, les petits pas. Ok, d'accord. Non, parce qu'en fait, je voudrais raconter ma relation qui a duré pendant 2 ans avec une fille, mais avec laquelle je n'avais rien fait en termes de... Ah non, mais de... Ah, c'est bon, tu veux, hein. Mais non, mais de... Voilà, bon. Aujourd'hui, on est meilleures amies. Et ce qui est marrant, c'est que je suis gay et qu'elle est de lesbienne. Moi, fin 6e, j'ai découvert que j'étais trans. Bon, même si je m'en doutais déjà un peu avant. Ben oui, parce qu'à 3 ans déjà, j'avais demandé à mon père si c'était possible de devenir un garçon. Quand j'ai fini ma relation avec cette fille, j'ai eu ma première relation avec un garçon. J'avais toujours été attirée, mais je n'avais pas osé me l'avouer. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi, ça a été facile. C'est pas que ça me plaisait pas d'être une fille, c'est que je me sentais pas être une fille. Je sais que c'est pas facile à comprendre quand on n'a jamais ressenti soi-même. Du coup, c'est pas facile à expliquer. Aujourd'hui, tout le monde autour de moi sait que je suis gay. Et personne n'a été étonné quand je l'ai assumé. Et il n'y a que mon père qui n'est pas au courant. Pourtant, franchement, ça se voit, quoi, non ? Oui, c'est pas. On m'a toujours demandé si j'étais une fille ou un garçon. Et j'avais toujours envie de répondre un garçon. Mais je savais que j'avais pas le droit, entre guillemets, que j'allais me faire reprendre. Par contre, quand les gens m'appelaient spontanément jeune homme, ouais, là, j'étais trop content. Bon, maintenant, je me change il. Il est homophobe, sur les bords de mon père. Et du coup, je sais pas si c'est la peine que je dise la vérité, que je me prenne la tête avec lui sur ce sujet. Tant que je suis heureux, c'est le principal. Enfin, personne n'est vraiment heureux, mais honnêtement, ouais, je pense ça, ouais. Être trans, en fait, c'est juste ne pas se sentir être ce qu'on nous dit qu'on est censé être. Je me disais que de toute façon, je pouvais pas changer. Donc autant vivre avec. En tout cas, j'ai essayé de m'en convaincre. Mais j'y pensais tous les jours. Disons, je pense qu'il y a des personnes qui trouvent un peu de bonheur. Mais malgré ça, oui. Je pense que personne n'est complètement, vraiment heureux. Depuis qu'on genre officiellement il, ben je me sens mieux, quoi. C'est l'euphorie. L'inverse de la dysphorie. La dysphorie de genre, c'est la détresse que tu ressens quand on continue à t'assigner un genre dans lequel tu ne te reconnais pas. Alors que quand tu es en adéquation avec ton genre, c'est l'euphorie. C'est quoi être heureux? C'est un sentiment de bien-être et de confort lié au fait d'être respecté dans ton genre. L'euphorie de genre, oui, c'est ça le terme. Et j'imagine que oui, on pourrait dire que l'euphorie, ça se rapproche du bonheur. Eh bien, le bonheur, c'est avoir tout ce qu'on désire vraiment, ou en tout cas une partie. Mais bon, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc on peut être content à des moments, mais vraiment heureux, non. Après, c'est seulement mon avis, hein. Et bon, j'ai que 20 ans, même si j'ai déjà vécu un peu. Tiens, c'est marrant. Ce matin, je pense à un truc super énorme, super évident, et là, ça me revient plus. C'est le contrôle, le truc auquel je pensais ce matin. Tes émotions, si tu les contrôles, tout est plus facile, non? Non, vous avez raison. En fait, c'est plus compliqué. Mais je me rends compte que j'ai grave besoin de tout contrôler. Alors c'est trop cool de pas tout contrôler. Bon, je sens bien que j'ai pas encore réussi. Mais ça a l'air d'emmener dans des endroits qui m'ont l'air très attirants, ou en tout cas très mystérieux. Bon, je sens bien que je suis pas arrivée au bout. Mais j'ai l'impression d'avoir ouvert plein de portes, plein de chemins, mais qui mènent tous au même endroit. Voilà, mon après, il est pendant. Je suis en train de le vivre, mon changement. Depuis toute gamine, j'ai l'impression d'avoir accès à un monde complètement différent, parallèle, mystique, diraient certains. La mort, elle est toujours là, même si on n'en parle pas. En tout cas, c'est l'impression que j'ai toujours eue. Il y a beaucoup de gens qui ne profitent pas de la vie, en fait, qui sont juste dans une accélération permanente, dans de l'occupationnel, dans des fausses obligations, par souci d'échapper à cette peur permanente de la mort, j'imagine. Souvent, j'ai l'impression de voir les gens
c'est bizarre dit comme ça, mais c'est pas jugeant vraiment. Je me rends compte que c'est complètement confus quand j'en parle, je suis désolée. Mais quand je vois des gens, par exemple, qui s'imposent de rester ensemble alors que ça ne va pas bien entre eux, quand les gens disent « j'ai pas le choix », j'arrive pas bien à comprendre. Souvent, ce sont des obstacles qu'on s'oppose à nous-mêmes. Et moi, je me dis « mais quelle perte de temps ! Pourquoi on s'interroge si tard ? La vie serait beaucoup plus simple si on se posait les bonnes questions plus rapidement, non ? » Tu rigoles ? Oui, bien sûr, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, pour être honnête, ces questions-là, elles me renvoient surtout à moi-même. Est-ce que je suis authentique, moi, dans ce que je fais, dans les choix que je fais ? Forcément, on va tous à la quête du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est une construction humaine, qui est permise par un sentiment d'amour. On projette des choses abstraites qui conditionneraient notre bonheur, alors que le sentiment de joie et d'amour, ces émotions-là, tu les ressens spontanément, c'est pas des constructions. L'amour crée de la joie crée du bonheur, voilà. Si je devais construire un roulement mécanique, je le mettrais dans ce sens-là. Quand j'ai entendu ton histoire de révolution alpine, j'ai tout de suite pensé à une chose qui peut paraître lourde, mais qui pour moi est très légère. C'est la première fois que je vais essayer d'en parler vraiment. C'est mon rapport avec la mort. Voyez-vous. C'est pour ça que j'en parle jamais. Depuis gamine, j'ai souvent côtoyé la mort. On me disait, il est enferré, mais il est au ciel. Ça me soulevait une foultitude de questions. Plus tard, je suis devenue aide-soignante en soins palliatifs. J'ai trouvé là-bas un microcosme de la société. Tous ces regrets, toutes ces peurs, toutes ces peines que les gens partagent, et puis la tristesse des familles aussi qu'il faut porter. Là enfin, on rentre dans un monde où la mort n'est plus du tout tabou, parce qu'elle est le cœur même de l'endroit. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que la mort n'est plus une fin, mais que c'est une boucle intemporelle qui nous amène à une espèce de continuité. Mais si la mort n'est plus une fin, à quoi ça sert ce qu'il y a avant? Je veux dire, ce que l'on vit avant. Je voyais bien en tout cas que je ne pouvais pas dire aux gens que j'accompagnais qu'ils allaient être enterrés, puis plus rien. À ce moment-là, quand tu as la mort devant toi, tu as besoin de pouvoir croire. Et la peur, ça donne les moyens de croire. Ma bascule à moi, à ce moment-là, ça a été déjà, moi, de vivre. Oui, de vivre. La révolution intime, c'est ça? C'est de ça que vous parlez? Eh bien, le décès de mon fils. Je développe? Un décès. Les mots sont très bizarres à dire concernant cette histoire. Effectivement, tout s'effondre. C'est la traversée du désert. Je sais pas pourquoi je mets un effet comme ça sur désert. Sûrement pour échapper à quelque chose de plus intime.
a eu cet accident en 99. Ça fait quelque temps que j'y pense plus tous les jours. C'était un jeune homme merveilleux. Il avait 20 ans, tout lui réussissait. Il était comme ceux d'avoir des enfants, quoi. Beau, drôle, généreux. Cet accident, ça m'a fait l'effet de comment je suis à la fois morte et vivante, quoi. Je sais pas comment dire. Les personnes qui m'entouraient avaient beau y mettre toute leur bonne volonté, et c'était pas suffisant. Rien n'était suffisant de toute façon. Les amis de mon fils ne savaient pas quoi faire, comment faire. Avec mes propres amis, on aurait cru que j'avais soudain une maladie contagieuse. On aurait dit qu'ils avaient peur qu'en me fréquentant, ça puisse leur arriver à leur tour. Même si certains d'entre eux ont été vraiment là. Physiquement, même si parler, c'était une aide, évidemment. Je repense à une amie en particulier qui était d'accord pour dormir avec moi. Simplement ça, c'était énorme pour moi. C'est tout bête, mais il faut en avoir la capacité déjà. Comment je suis restée en vie après ça? J'en sais pas trop grand-chose. Je suis arrivée à un moment donné à me lever, à m'alimenter. Je me souviens, un jour, j'ai pris le coupe-ongle et je me suis coupé les ongles de pied. Et je me suis rendu compte que la vie était plus forte que tout. C'est bête, hein? Mais c'était mon premier acte de retour à la vie normale. Et ouais, les ongles continuent à pousser, même dans le plus grand des chagrins. Ouais. Et à un moment, voilà, je suis sortie du désert. Je me souviens qu'un truc qui m'a consolée, c'était de me dire qu'à chaque minute, qu'à chaque seconde qui passe, il y avait partout dans le monde une mère en train de perdre son enfant. Ce que je veux dire en fait, c'est que ça me faisait du bien de me dire que j'étais pas la seule marquée du sceau de ce destin horrible, que j'étais pas la seule. Partout dans le monde, des gens vivaient ça, vivent ça. Et puis, j'ai eu un tas de phénomènes étranges, des signes étranges. Peu importe qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, moi, ça me permettait de me dire qu'il y avait quelque chose après la mort. Et que mon fils essayait de communiquer avec moi. J'avais des messages très, très étranges sur mon répondeur, avec du bruitage, mais rien d'autre, des grésillements, des trucs comme ça. J'ai gardé les cassettes en disant qu'il faudrait que j'aille voir un médium un jour. J'y suis jamais allée. Et puis un autre truc, ce serait débile de penser que ça m'était adressé écrit « Maman, je t'aime ». Voilà. Et pour un peu de départ d'un boulot où j'étais aussi, mes collègues de travail m'offrent une plante. Bon, c'est au moment de la fête des mères. Je rentre chez moi avec ma plante dans les mains et en marchant, je remarque un petit bandeau dessus que j'avais pas vu avec écrit « Bonne fête maman ». Et je veux dire, les collègues ne m'avaient pas offert une plante avec écrit dessus « Bonne fête maman », évidemment. Enfin, en l'occurrence, si, sûrement qu'ils l'avaient fait, sans s'en rendre compte. C'est débile, hein. Bien sûr, on peut en rire. Mais de toute façon, quelle que soit la cause réelle de ces petits signes, ils sont là, ils existent. Alors autant les prendre et en faire ce dont on a besoin. Vivre,
Après la mort, il n'y a rien. Moi, je suis pour devenir humus. On me plante un arbre dessus et la vie repart. Ça, c'est l'espérance, ça. Après la mort, moi, Je pense qu'on est dans un tout, oui, mais on est de passage. On est de passage seulement. Ça, j'en suis intimement persuadée. après la mort, Moi, j'ai envie de vivre encore. Il y a tellement de vieux qui meurent avant de mourir, si je puis dire. Moi, j'en ai pas du tout envie. après la mort, moi, je pense qu'on peut... La société actuelle, elle me désespère. On va tellement en arrière de tout ce qu'on a imaginé, rêvé. Et puis l'an commun n'existe plus. Tout le monde est dans ces trucs de développement personnel. Chacun pour soi, ouais. Mais bon, je vais dire un truc. Bah vas-y. Après la mort, moi, je pense qu'on peut se réincarner. Donc, la réincarnation. Après, je sais pas si ça existe vraiment, mais si ça pouvait exister, franchement, ça serait trop bien, non?